José Yolande Terrien, Durocher. Mon mari, c'est Jean-Pierre Durocher. J'habite Saint-Adolphe depuis 1971. Et c'est bien important que je donne mon âge. Je suis une jeune fille de 81 ans. Fait que la question 1. Question 1. Êtes-vous native de Saint-Adolphe? Non, moi je suis native du comté de Bellechasse. J'ai quitté mon village natal, ma paroisse natale, à l'âge de 13 ans. J'ai vécu dans la région de Saint-Hyacinthe pendant plus de 20 ans. Et puis je suis montée vivre à Montréal et j'ai rencontré mon mari. Et nous avons demeuré à Laval 2 ans. Ensuite, les Laurentides à partir de 68. De 68 à 71, Sainte-Agathe, 71 à maintenant, Saint-Adolphe. Puis je ne partirai plus jamais de Saint-Adolphe. C'est le plus beau village. C'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps, puis que j'aime tout. L'environnement, les gens qui l'habitent, qui composent ce village. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à Saint-Adolphe? C'est le travail de mon mari. Mais d'abord, les Laurentides, mon mari était agent de réclamation pour une compagnie d'assurance. Et puis, on l'a promu dans toutes les Laurentides, à partir de Saint-Jérôme jusqu'à Maniwaki. Donc, on s'est installé à peu près dans le milieu, c'est-à-dire Sainte-Agathe. Puis là, nous étions à loyer. Et moi, étant fille de propriétaire, même étant pauvre, on est toujours propriétaire de notre lopin de terre. Moi, il fallait absolument qu'on se retrouve quelque chose à acheter, puis on a acheté en 71 ici. Puis mon mari a continué à travailler dans les assurances jusqu'en 82. Puis en 82, il a changé complètement de métier, il a pris le métier de cuisinier. Et puis à partir de là, il a fait un projet. On a ouvert un gîte en 87. À Saint-Adolphe. Oui, nous habitions au bord du lac, à une grande maison. Puis on a tenu un gîte du passant de 87, c'est ça, je dis bien, jusqu'en 2002. Puis on est ici, de cette maison, depuis 2011. OK. Fait parlez-moi de vos débuts là, à Saint-Adolphe. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé ici? Là, comment ça s'est passé? Est-ce que vous connaissiez le coin? Est-ce que vous étiez déjà venu à Saint-Adolphe? Non, je ne connaissais pas du tout Saint-Adolphe, sauf que au tout début de l'automne, enfin ou la mi-septembre, quand ça change, quand on devient avoir des belles couleurs à Saint-Adolphe, nous étions partis de Sainte-Agathe, puis nous avions fait la tournée, on s'était rendu jusqu'au village de Saint-Adolphe, et tout le long de la route de Sainte-Agathe à ici, c'est magnifique, les couleurs, parce qu'il y a beaucoup de feuillus, mais il y a surtout beaucoup de résineux. Donc, tu as des tons de vert et de couleurs exceptionnels. Et on a trouvé ça très beau. Et comme je vous ai dit précédemment, il fallait absolument qu'on ait notre petit coin de terre à nous. Et un jour s'est présenté un client de Jean-Pierre, un agent d'assurance, qui avait un terrain à vendre. Et on est allé voir le terrain, c'était à Sainte-Agathe. Et par la même occasion, il nous a dit, bien moi j'ai une maison à vendre à Saint-Adolphe. Venez donc voir ça, ça vous plairait peut-être. Et nous l'avons vu, puis c'était sur le bord du lac. Nous avions 2 enfants, 4 ans et 5 ans. C'était merveilleux d'avoir et la plage, la balançoire. C'était à côté du parc, le parc de la plage. Mais nous-mêmes, en tout cas, c'était exceptionnel. Et on a gratté, c'est le cas de le dire, les fonds de tiroir pour être capable de s'acheter cette maison. Mais à l'époque, je pense que c'était permis à tout le monde de rêver puis de devenir propriétaire. C'était plus facile qu'aujourd'hui, j'imagine. C'est ça. C'est depuis 71 qu'on est ici. Puis que, nous, au début, ça a été assez, je dirais, rock'n'roll, dans le sens que nous étions plus ou moins acceptés comme tous les gens qui arrivent. On doit faire nos preuves, mais les preuves, nous autres, c'est difficile à faire parce que, pour commencer, nous étions indépendantistes, puis je l'avais affiché sur la maison. Ça nous a attiré beaucoup de monde, mais
on se faisait regarder derrière les rideaux aussi. Puis mes enfants ne pratiquaient pas, mes enfants étaient exemptés de religion. Donc déjà, on avait un petit obstacle. On a attendu, je pense que les gens de Saint-Adolphe ont attendu qu'on fasse nos preuves comme de bonnes personnes. Parce que quelqu'un qui ne fait pas de religion, pas nécessaire, en tout cas, bref, à l'époque, là, dans la perception. Et par la suite, j'ai été intégrée pour la fondation de la bibliothèque, la création des cercles de fermières. Il faut dire que je me suis aussi intégrée parce que je voulais être avec le monde. Puis c'est probablement dans ma nature de ne pas rester toute seule. Puis j'avais la chance de rester à la maison pour élever mes enfants. Mais j'avais besoin de voir autre chose aussi. Alors, c'est mon parcours du début ici. Parce que c'est sûr qu'en enlevant la religion, ça a dû être plus difficile parce que souvent, on crée beaucoup de liens sur le perron de l'Église. Oui, mais comme toutes celles qui m'ont accepté pour faire partie des leurs, pour la création de la bibliothèque, pour tout ça, c'était des filles qui venaient d'abord de l'extérieur. La première, c'est Monica Gratton, avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Et l'autre, aux fermières, elle aussi, elle venait de l'extérieur. Elle a marié un garçon d'ici, mais il y avait cette ouverture-là. Puis comme, encore aujourd'hui, ceux qui font partie des associations, qui sont bénévoles dans tout à peu près, ils viennent de l'extérieur. Ils ont besoin de rencontrer des gens d'ici, des natifs. Alors, ils s'impliquent peut-être plus que, les gens natifs d'ici, parce que les gens, ils sont ici, ils aiment recevoir le monde, mais ils ont moins besoin. Mais nous, quand on arrive, on a besoin de connaître les gens, en tout cas moi. Et c'est comme ça que j'ai été appelée à faire partie de toutes sortes d'organisations et surtout de faire de la politique. Okay. Vous étiez impliqué à l'époque dans différents organismes. Vous avez dit tantôt... À la bibliothèque, oui. On a travaillé comme bénévole avec Monica. Après ça, on a fondé le cercle des fermières. Alors, à l'époque, aujourd'hui, ça n'existe plus, là. Parce que pour la simple et unique raison, aujourd'hui, toutes les jeunes femmes travaillent. Alors, le soir, ils ont les enfants. Mais en 1975, qu'on a fondé le cercle des fermières, à peu près, oui, il y avait beaucoup moins de femmes qui travaillaient à l'extérieur. Donc, le jour, quand les enfants étaient à l'école, il y avait le temps d'assister à des réunions puis de faire de l'artisanat. Et c'est comme ça qu'on a eu des cours de tissage, des cours de peinture, des mots sur cuivre, des cours de photographie. Qu'est-ce que j'en oublie sans doute. En tout cas, c'était exceptionnel. Au centre récréatif, tous les locaux ils étaient occupés. Dans la journée, là, il y avait de tout. Puis c'est Jean-Claude Massy qui était le directeur des loisirs à l'époque. Et il y avait une conscience de la part de Jean-Claude. Tout ça fait qu'il y avait les femmes, en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Puis tout ça, on amenait, toutes ces choses-là amenaient beaucoup d'activités au village pendant les saisons, même à l'hiver, quand c'était le temps du carnaval. Puis aussi, pour rajouter, comme je vous ai dit précédemment, la base militaire étant ouverte, il y avait beaucoup plus de monde. Puis il y avait, on avait tout ce beau monde-là qui tenait avec nous aussi, les femmes, là. Parce que les messieurs, les militaires, mais leurs femmes n'étaient pas militaires, il y avait du temps, alors ils venaient au village. Puis il y avait une implication aussi de ces gens-là. Les femmes oui. Oui, on avait des femmes qui venaient de la base puis qui venaient des autres. Oui, c'était... moi, aujourd'hui, ça correspond un peu à mon âge, puis je peux moins en faire. Mais s'il avait fallu que ce soit aussi tranquille à l'époque que l'est maintenant, j'imagine ça serait organisé pour d'autres qui aient des activités. Je ne sais pas, là, on aurait sans doute fait, là, je ne sais pas, en tout cas. Mais là, ça créait beaucoup d'effervescence dans tout le village, ben oui. Ben oui, puis tu avais des messieurs aussi. Il y a des gens qui ont fait beaucoup, je pense à Pierre Descaries, qui est encore de ce monde-là.
et qui a dépensé beaucoup de sous. C'était un gars de l'extérieur, mais il y avait un chalet, une maison ici. Puis il a fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'activités, comme pour le cinéma, il y avait toutes sortes d'activités, le festival d'été, le festival d'hiver, le carnaval d'hiver. Il y avait, mais ça prenait des têtes, des gens qui étaient prêts à dépenser et des sous et du temps. Il y avait peut-être moins de stress à ce moment-là. Puis il y avait peut-être plus de monde aussi, comme je le dis. La perte de la base militaire pour Saint-Adolphe, ça a été une grosse perte sur le plan financier, mais sur le plan social aussi. C'est qu'il soit parti, parce que c'était un cadeau, ça, d'avoir une base militaire dans un village pour faire travailler les civils. Nous, on avait au moins une trentaine, si c'est pas plus, de civils qui travaillaient sur la base. Ça fait du monde, c'est dans un petit village comme ici, qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a rien, sauf le touriste. Ouais. Et d'avoir cet apport-là des civils, puis c'est des civils pour tous les métiers d'entretien, tous les métiers qui fait qu'ils travaillaient là. Donc, c'était des bons salaires aussi. Tout ça faisait que Saint-Adolphe bougeait plus que maintenant. Parce qu'il y avait beaucoup plus de monde qui travaillait dans des métiers de service ici à l'époque, que maintenant, les gens sont beaucoup plus allés travailler. Ils sont obligés d'aller travailler plus à l'extérieur, à Saint-Jérôme, puis à Montréal, en tout cas, bref. Ça fait que tout se suit. Quand tu arrives de travailler à 6h30, 7h le soir, tu n'es pas trop en forme pour aller à une réunion, même si tu as envie d'être, de t'impliquer dans ta communauté. En tout cas, il y a des explications. Enfin, c'est les miennes, là. C'est pas scientifique. On m'a dit que vous étiez passionné d'histoire. Est-ce que c'est Oui. un peu ça? Ben, Est-ce que c'est particulier à Saint-Adolphe ou c'est non, c'est passionné d'histoire, c'est passionné de tout. Puis je pense que la prémisse à tout ça, c'est que j'avais une maman de tout temps, mais c'était spécial quand j'allais la visiter. Quand mes enfants étaient couchés, puis même mon père était parti se coucher parce qu'il trouvait que maman et moi, on placotait jusqu'à 4 heures du matin. Maman me racontait la petite histoire. Ben, dit, tu sais, les Bouchards, là, dans les quatre, bon, ben, ils ont eu, tu sais, la fille la plus vieille, tu t'en rappelles d'elle? Comme moi, je suis partie à 13 ans de là. Puis j'ai connu beaucoup de monde. Fait que, tu sais, bon, tu sais, celle-là, tu étais à l'école avec elle, elle raconte. Fait que là, maman a raconté l'histoire du village à travers tout ce monde-là. Et moi, ça m'a toujours intéressé, l'histoire. Puis encore aujourd'hui, regarde ce que je t'ai dit cette semaine quand je t'ai parlé de Lucien Corbeil. Pour moi, mon grand désespoir, là, c'est bien désespoir, c'est un gros mot, là, mais c'est que je constate que les Gratton qui ont fait, la famille Gratton a fait une partie de l'histoire de Saint-Adolphe. Les Corbeil, toutes ces familles-là qui ont vraiment fait l'histoire de Saint-Adolphe, l'histoire récente des 100 dernières années. Tous ces gens-là, les pères, les mères ont fait leur vie ici, mais les enfants sont partis étudier à l'extérieur, ils sont restés à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas les garder ici. Alors, c'est ça, les enfants de Lucien qui vient de partir. Lucien était arpenteur géomètre, donc il a fait sa vie ici. Mais sa fille, qui a le même métier que lui, mais elle, par contre, elle travaille à la Ville de Montréal. Elle ne s'est pas replacée ici. Je pense qu'une autre fille, que je en tout cas, bref. Puis c'est tout. Pour raconter, les enfants de Jean-Guy, c'est pareil. Les miens, mes propres enfants, ils gagnent leur vie en ville. Ma fille enseigne, puis mon fils travaille en informatique à Radio-Canada. Et les jeunes qui restent, c'est ça, Saint-Adolphe, il y en a quelques-uns qui restent, ils ont les métiers de service qu'on a doublement besoin, comme les déneigeurs, les coupeurs de gazon. Il faut vieillir pour savoir à quel point c'est essentiel, ces services-là. Mais ce n'est pas tous les jeunes qui ont décidé de faire un métier physique. Il y en a d'autres qui veulent étudier parce que c'est une garantie d'un meilleur salaire.
Parce que les autres, c'est comme les gens qui sont à la pige, les gens qui sont à contrat pour la neige, pour le gazon. Ben, c'est des métiers difficiles, mais on en a besoin. Mais tout ça pour expliquer que nos enfants, puis c'est pour ça que notre population vieillit, et la solution à tout ça, depuis, je pense que c'est devenu pour moi une marotte, d'avoir l'école. C'est quand tu as une école, si tu as plusieurs... c'est une école, tu enseignes jusqu'à la 4e année, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, on va commencer par ça, là. C'est au moins, ça emploie des enseignants. Et par la suite, on peut aller plus loin. Puis on pourrait... Ça donne du travail à notre jeunesse qui sont allés étudier. Hein? Tandis que si tu n'as rien, tu n'as pas d'école, tu n'as rien. Mais tous nos jeunes, mais moi, les enfants de... Tu as vu les enfants de Monique? Ils sont allés s'installer à Morenhead parce qu'à Morenhead, il y avait une école. Puis ici, on n'avait pas. Ils ont construit une belle maison à la réserve Morgan, puis ils l'ont vendue parce qu'il n'y avait pas d'espoir d'avoir l'école. Là, on a l'espoir d'en avoir une. Mais ça fait combien d'années qu'on travaille là-dessus? Ces jeunes-là, je pense que ça fait 10 ans qu'ils travaillaient là-dessus pour avoir une école. Puis on ne demande pas beaucoup, juste les 2 premières années élémentaires. Hein? Mais on n'est pas... Comment dirais-je? La commission scolaire des Laurentides ne veut pas d'une autre école. Mais là, ils sont obligés d'accepter, soit de construire, puis ça coûte moins cher de permettre à des petites paroisses comme la nôtre d'avoir une école. On va s'organiser avec le local, je ne sais pas comment ça va s'organiser. Mais depuis le début, je sens, moi, c'est tout à fait personnel, qu'il n'y a pas de vouloir de la part de la commission scolaire, parce que ça ferait longtemps qu'on aurait pu l'avoir, notre école. Mais on ne veut pas s'élargir. Ça, c'est un autre dossier, la commission scolaire. Là, j'aimerais ça que vous m'avez parlé de la famille Gratton. Parce que là, c'est sûr qu'on a un lien avec le livre. Là. M. Gratton travaillait beaucoup avec M. Corbeil. Mais Lucien et Jean-Guy sont tous les deux disparus à quelques semaines d'intervalle. Oui. Il reste M. Gilbert. Oui, M. Gilbert. On écrit ça, mais vous devez avoir lu et relu et relu et relu. Oui, puis c'est comme... Moi, le livre, c'est comme une Bible pour retrouver... Et à un moment donné, je vais avoir... Je vais savoir, je vais essayer de me rappeler quand est-ce que l'hôtel Howard a fermé, ou bien l'autre hôtel, avoir le nom, parce que je ne retiens pas tout ça, là. Et les familles, surtout. Fait que je me réfère tout le temps au livre sur du centenaire pour revoir les familles bâtisseurs. Puis c'est ce que je t'ai dit, ce que je regrette, c'est toutes les familles de ces bâtisseurs-là. Dans quelques 20 ans, 50 ans, il n'y aura plus personne de ces gens-là. Il va y avoir des gens comme toi, comme moi, même si ça fait longtemps qu'on est là, on ne fait pas partie, on fait partie de ceux qui ont continué, mais on ne fait pas partie des bâtisseurs, ceux qui ont fait, là. Tu sais, quand je pense à un bâtisseur, là, je pense à M. Maurice Chalifou. Comme anecdote, il travaillait pour la municipalité. Son fils est devenu le la grosse entreprise qui vide les fosses septiques. C'est pas poétique de parler de ça, là. Mais n'empêche que pour un pays comme le nôtre, pour une paroisse comme le nôtre, que à peu près 20% des personnes ont les égouts, le restant, c'est tout des fosses septiques. Et c'est un besoin essentiel. Et le monsieur Chalifou en question, je me suis laissé raconter que les premières années qu'il vidait les fosses septiques, parce que faut bien admettre que dans le temps, on ne parlait pas d'environnement, dans le temps, il y avait une fosse, puis ça se jetait dans le premier ruisseau qui passait pas loin. Avant, dans le temps, là, il y a 100 ans et plus, là. Et on a commencé d'en parler d'environnement depuis les années 70, mais avant, M. Chalifou, je me suis laissé dire que les premières fosses septiques qu'il a vidées, ça aussi, c'est pas romantique, là, il les vidait à la brouette et à la pelle. Il faut le faire, ça. Et je vais vous raconter
qui a un rapport avec Maurice. Quand il est décédé, je te raconte ça, là, puis quand il est décédé, son fils Michel, qui a une dizaine de camions aujourd'hui, parce qu'il a vraiment su profiter du premier camion que son papa lui a donné. Le matin des funérailles, les camions étaient tous enlignés devant l'église. Puis au moment de la sortie de Maurice, ils ont tous klaxonné avec le klaxon vénérable, remarquable des camions. C'était, je t'en parle, là, c'était exceptionnel. C'était de rendre hommage à son père comme ça. Mais quand je te raconte qu'il avait vidé avec la pelle et la brouette, il méritait ça, cet hommage-là, excuse-moi. Mais ça, cette anecdote-là, quand je parle des bâtisseurs de Saint-Adolphe, c'est pas comme nous autres, on arrive, là, mais moi, j'avais pas d'aqueduc ni d'égout, là. J'avais aqueduc, mais c'est venu après, début des années 90. Mais quand tu entends parler d'un monsieur, puis il était, quand il faisait ça, c'était par ses soirs, il était comment dirais-je, le patron de la voirie. OK. Laisse-moi te dire que quand c'était Maurice, il y avait des trous dans la chaussée qui restaient pas longtemps, il restait pas longtemps des trous. Parce qu'il faisait la tournée de toutes les routes, toutes les rues du village de Saint-Adolphe. Mais tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est ça la race de monde qui ont construit notre pays. Ben oui. T'sais, notre Québec là, a été bâti par des gens comme ça, qui étaient, en tout cas... Puis il faut s'en rappeler. Fait que c'est un beau legs Oui. que C'est les pour trois ça. auteurs ont fait, Oui. ont fait avec ce livre-là. C'est un beau Ça, legs pour ça, Saint-Adolphe. C'est pour ça, Bernard, que je te dis, quand j'ai insisté pendant des années pour savoir comment avoir une copie. Parce que moi, j'en avais une copie depuis 83, mais quand j'avais le gîte, il y avait combien de personnes qui venaient, qui auraient aimé en acheter? On n'avait plus de copie. Et nous avons suggéré, quand il est apparu, là, au mois de décembre, excuse-moi, que chaque vendeur de maison, là, les agents en achètent, les agents d'immeubles en achètent, puis qui en donnent aux nouveaux propriétaires qui viennent s'installer à Saint-Adolphe. Ça n'a pas été fait. Et ça serait... Il faut le promouvoir parce qu'au 125e, ils ont fait... il y a un livre, mais c'est des photos qui tiraient de l'album que Jean-Guy avait monté, qu'on pouvait voir au musée dans le temps du musée. Et c'est ça serait très important qu'on en refasse des copies tant qu'on peut, le temps que cette imprimerie-là existe, puis que les copies, qu'on peut le faire. C'est pour ça que ça fait pas aussi longtemps, mais pendant des années, j'ai voulu avoir cette copie-là. Maintenant, je suis contente, on l'a, mais on a la chance d'avoir ça comme référence, comme premier ouvrage. Après ça, on la continue, l'histoire, nous tous, ceux qui s'impliquent le moindrement. Mais moi, j'ai des amis, là, et ils sont tous étonnés de voir que je vais à des funérailles. Mon chum, il a résumé ça très rapidement. Il dit, comme je suis comme Maud, j'aime ça aller aux funérailles. Votre rêve de folie, là, c'est que ceux qui partent, c'est ceux que j'ai bien connus puis que j'ai aimés. C'est ceux qui font partie de la petite histoire de Saint-Adolphe. Et c'est important qu'on sache reconnaître que ceux qui l'ont bâti. On n'a pas tous eu des belles maisons avec un chemin en asphalte, avec des... Tu sais, il y a des gens qui l'ont construit, ce village-là. Bon. Bon, c'est ça. Puis toute cette beauté-là qu'on a su mettre en évidence, parce que, remarque, la nature nous a aidés, là. Tu sais, on n'y peut rien d'avoir un si beau lac, d'avoir autant de lacs qui nous entourent. Mais il faut savoir le voir, il faut savoir le respecter, puis il faut savoir le garder. Parce que moi, je suis plus autour du lac, là, hein?
mais je fais encore partie de la protection de l'appel de l'Association de protection du lac. Pour moi, c'est important que... Parce que le jour que le lac sera plus baignable, on va parler juste d'argent, là, les propriétés baissent de moitié. Tu ne peux plus te baigner, tu ne peux pas te mettre un orteil dans l'eau, là, parce qu'on l'a laissé le polluer. Tu sais, fait qu'il faut être vigilant pour ne pas laisser faire n'importe quoi sur nos lacs. Tu sais, on en a 3 qui sont navigables, mais sont d'autant plus en danger que les autres petits qui ont juste les canots, les kayaks. Il faut quand même les protéger parce que un kayak, que tu t'es allé dans un lac où il y avait toutes les... Comment tu l'appelles, celle-là, là, en tout cas? Ben, il y a les algues bleues. Oui, mais les algues bleues, puis celles qui sont, en tout cas, le nom ne me revient pas, là. Bien, ça peut aussi bien s'accrocher après ton kayak qu'après ton canot. Donc, il faut que tu le laves avant, quand tu es allé dans un lac que tu ne sais pas qu'il y en a. En cas de doute, tu laves ton embarcation avant de la mettre ici. Mais il faut que ce soit suivi de près. Tu sais, c'est tout ça qui fait que je pense qu'on est des citoyens responsables. On a eu la chance de venir habiter un beau coin de pays. Il faut que nos enfants et nos petits-enfants puissent avoir ce beau pays encore là en héritage. Moi, c'est... C'est important. Ben oui. Oui. C'est plus qu'important. Mais je suis une spéciale, hein? Oui, mais quand même. Mais ça fait partie de l'éducation, ça. Exactement, c'est exactement. Moi, je viens de la campagne et aussi bien mon père, ma mère et enfin tous ceux qui de ce coin-là, on avait tous envie qu'on avait de belles choses, mais que ce soit encore de plus en plus beau. Mais de plus en plus beau, c'est en respectant nos beaux arbres qui nous entourent, puis les beaux animaux. Hein? C'est ça que je racontais à celui que j'appelle mon ange gardien, un monsieur qui vient m'aider à faire des tas de choses qu'on ne peut plus faire, là, Jean-Pierre et moi. Et je lui disais que j'étais en train de faire un potage ce matin, puis je prends des bouillons en cubes. Parce que moi, je ne suis pas capable de prendre des os de poulet puis faire un bouillon comme un bon cuisinier fait. Hein? Parce que moi, dans ma petite enfance, j'ai travaillé à éplumer des poules qu'on venait de mettre à mort. Et l'odeur qui se dégage de la plume qu'on a chauffée parce qu'on l'a ébouillantée, vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que ça sent mauvais. Puis quand je fais cuire des os, c'est ça, puis j'étais pas vieille, puis c'est ça qui me revient. Parce que les odeurs, comme me disait la madame, tu sais, au restaurant, elle parlait des odeurs, là. Bien, ça revient. Fait que mes bouillons sont pas faits à partir de... Je suis pas loin d'être... j'en ai pas besoin de beaucoup de... Comment dirais-je? De réflexion pour être végétarienne. Mais ça, c'est un autre... Oui, c'est une autre histoire. Un autre temps de mon histoire. On va revenir à M. Gratton, mettons. M. Gratton, là, vous m'avez parlé de lui là, la dernière fois qu'on s'est vu. Gratton, oh mon Dieu. Racontez-moi votre première rencontre quand vous l'avez Ma première rencontré. rencontre avec Jean-Guy Gratton, il y avait son épicerie. Hein? Alors, quand on est venu s'installer, nous, au début novembre 71, on a acheté en septembre, on est venu s'installer on est déménagé le 29 octobre, dans ces coins-là, là, à peu près. Et puis, j'en ai eu besoin. La première personne que j'ai vue, c'est Clodomir Corbeil-Laroulotte, que tu as connu parce qu'ils l'ont démoli juste l'année passée. Bon. Mais Clodomir, c'est le propriétaire. C'est le premier propriétaire qui l'avait acheté du curé qui avait le Bon Dieu en taxi de Montréal. Puis la roulotte, les fenêtres, il y avait des grandes vitrines que tu as connues. Mais avant ça, là, c'était fait comme des croix. Les 3 vitrines qui faisaient, là, comme la petite salle à manger, là. Hein? Ça, c'était 3 vitrines en croix. En tout cas, c'est Clodomir qui était le propriétaire avec sa femme.
Et c'est les premiers qu'on a rencontrés parce qu'on est venu, après être propriétaire, on est venu, en déménagement, on est venu manger un hamburger à la roulotte. Et c'est les premières personnes. Puis quand Clodomir, des gens l'appelaient Timir ici, mais Clodomir, qui voyait rentrer quelqu'un qu'il n'avait jamais vu, bien, c'est certain qu'il nous tuerait les verres du nez. D'où vous venez? Vous avez-vous acheté? Fait que là, nous, on avait acheté la grosse maison qui faisait... Les gens la regardaient, cette grosse maison-là, comme... Elle était un peu sortie de nature. Elle était toute seule dans son coin, grosse, là, comme ça, juste à côté du parc. Alors, dès que tu es jeune, parce qu'à l'époque, on était jeunes, hein, avoir acheté ça, ça sortait de l'ordinaire. Mais il y a juste un inconscient comme mon chum et moi pour avoir acheté cette maison-là. Il y avait du travail. Il y avait du travail. La cour, là, on a rempli le camion de la municipalité des choses qu'on ne pouvait pas enfouir, qui allaient au vidange, qui avait dans la cour. Puis on a brûlé pendant 10 ans au moins les matériaux de démolition qui étaient sur le terrain. Le monsieur démolissait des maisons puis apportait ça sur le terrain. On a brûlé ça, on a fait des feux de grève pendant au moins 10 ans. Alors, il fallait être inconscient. On a fait le terrain, là, on l'a fait à la petite brouette pour petit râteau. Mais, comme je t'ai dit, on était jeunes, puis... Ça vous faisait pas peur? Non. Non, ça ne nous faisait pas peur, non. En tout cas, je reviens à Jean-Guy, et je rentre dans son épicerie. D'abord, gentil comme c'est pas Dieu possible, puis lui aussi. Lui, la petite histoire de Saint-Adolphe, il l'a écrite là-dedans, là. Mais avant, il l'a vécu. Tous ceux qui rentraient la première fois chez eux, on passait au confessionnal, hein? D'où vous venez? Ah, vous avez acheté la maison. Là, il nous raconte l'histoire de la maison. Qui l'a construit? Comment ça se fait que c'est là? Tatati, tatata. Alors, il nous raconte toute l'histoire de la maison, enfin, ce qu'il en sait, mais il en savait beaucoup parce qu'il Jean-Guy, il avait son épicerie, puis heureusement qu'il y avait quelqu'un qui l'aidait, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il aurait fait pour arriver. Il y avait quelqu'un à la caisse qui s'occupait des clients. Parce que lui, comment tu l'enlignais sur une famille, sur la petite histoire, comme par exemple l'ancien hôtel Howard, mais le docteur qui a construit ça, tu sais, puis là, après ça, il parle que c'était la salle de danse dans le temps, que les jeunes allaient danser, puis tu payais ton Pepsi. Tu n'avais pas besoin d'acheter C'était un hôtel, mais tu n'avais pas besoin d'acheter une bière là, pour aller danser. Fait que tous les jeunes qui ont marié des gars de Saint-Adolphe étaient venus ici, dans leur chalet, puis avaient rencontré, à la salle de danse, ils avaient rencontré des garçons de Saint-Adolphe, comme ça. Il y a des filles de la ville qui sont venues, ont marié des petits gars de Saint-Adolphe, tu comprends? Alors, c'est tout ça que Jean-Guy me racontait. Puis moi, j'étais là. Puis comme je t'ai raconté au début, j'avais la chance, moi, de ne pas travailler. Alors, il fallait que je sois au poste pour faire à souper. Mais toute la journée, mes enfants étaient partis à l'école. Tu comprends? Fait que j'avais du temps à moi pour écouter la petite histoire, tout ce qu'il m'a raconté sur le village, l'hôtel qui était là, au lac Sainte-Marie, toute l'histoire de l'hôtel ici, toutes les familles, où est le parc des aînés, il te raconte l'histoire du parc. C'est un monsieur Corbeil, un ancêtre des Corbeil qui est ici, qui était le vendeur d'huile et de charbon en ville, puis il y avait ce grand terrain-là. Puis quand sa maison a brûlé, je ne sais pas par quel malheur, là, le terrain a été vendu à la condition expresse que ça devienne un parc de ce monsieur Corbeil-là. Mais tu sais, toutes ces petites bouts d'histoire-là, c'est Jean-Guy qui me les a racontés. C'est pour ça que moi, la perte de Jean-Guy, aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas dans le livre. Puis que je pense, je me dis, oh, qui pourrait me dire ça? Je ne peux pas prendre mon téléphone, un téléphone intelligent, j'en ai pas d'abord, mais je ne peux pas prendre un téléphone intelligent pour avoir la réponse à cette question-là. Ça concerne Saint-Adolphe. Ça ne concerne pas juste le Québec, là, tu comprends? C'est tout ça. Jean-Guy, c'est tout ça. Et un jour, il a été conséquent avec lui-même, avec Monica. Ils ont ouvert le musée. Ça a été quelque chose d'exceptionnel. Mais grâce
Et je dis bien grâce à l'envie des gens d'ici quand tu veux faire quelque chose. Ça, c'est le côté négatif, quelquefois, de Saint-Adolphe. Tout n'est pas positif, là. Il y a des gens qui sont envieux parce que quelqu'un a osé faire telle chose. Son musée, c'était quelque chose d'exceptionnel, qu'il n'y a aucune paroisse alentour qui a fait ça. Tu vas à l'hôpital de Sainte-Agathe, tu as tout le coin du docteur Joannette. Mais ça, c'était à notre musée ici. Ça avait tout été ramassé par Jean-Guy en complicité avec la fille du docteur Joannette, puis son fils, qui ont tout bâti sa salle d'examen à ce vieux docteur-là, qui était là pour les maladies pulmonaires au départ. Et puis, moi, ça a été le premier médecin qui est venu chez nous. On venait d'arriver à Sainte-Agathe. On était à Sainte-Agathe, à notre première maison. On a habité 2 maisons à Sainte-Agathe. Notre première maison, mon mari était malade, je l'appelle, 11 heures du soir. Il est venu. C'était un vieux docteur à l'époque. Il est venu. Puis après ça, moi, j'ai continué à aller le voir à son bureau avec les enfants. Fait que en tout cas, tout ça pour répondre à ta question concernant Jean-Guy. Jean-Guy, pour moi, personnellement, c'est la plus grosse perte que je pense que j'ai subie dans ma vie. C'est pour ça que, quand je lui ai rendu hommage, j'aurais tant voulu, mais il le sait ce que je pense de lui, là où il est parti, si on croit le moindrement, là, en tout cas. Et, non, c'est ça. Si je suis à Saint-Adolphe, quand le jour s'est présenté qu'on devait vendre notre grosse maison, c'était trop de travail, il était question qu'on aille s'installer à Sainte-Adèle, parce que moi, je voulais être proche du cinéma. C'est fou raide, mais en tout cas, c'est comme ça. Et finalement, on a eu la chance d'avoir cette maison-là, ici. Puis là, avec la beauté de la maison, ce que ça représente pour nous, pas beaucoup de travail, mais beaucoup d'espace pour nous deux, qu'on puisse pas se crêper le chignon. Et puis les gens de Saint-Adolphe. Quand il était question que j'aille faire mon nid ailleurs, je dis non. Moi, je suis bien ici, j'aime les gens d'ici, je pense qu'on m'aime bien. Puis ceux qui ne m'aiment pas, ben c'est tant pis pour eux, hein. Moi, j'en veux pas à personne. Il y a des gens que je préfère ne pas voisiner parce qu'on n'a pas rien en commun, mais je les haïs pas, là, je leur veux pas de mal. Mais c'est tellement... Non, c'est Saint-Adolphe. Les gens de Saint-Adolphe sont comme leur environnement, je les trouve beaux. C'est ça. C'est pour ça que je suis pas prête de quitter cette terre, mettons. Mais à condition d'avoir une qualité de vie. Regarde, tu as de la compagnie, regarde, on ne les a jamais, ces petits noirs-là. Là. Ben oui. Regarde, on est plein. Ceux-là, là. Je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est pas Équiscal, ça? Oui, ça ressemble à ça, mais c'est des jeunes, probablement, parce que il y en a un là, qui est tout bleu, là, plus là-bas. J'essayais de voir quelles questions je pourrais poser, mais en même temps, je me disais qu'il y a eu des différentes époques dans Saint-Adolphe où ça a été effervescent, comme vous avez dit, mais qu'est-ce que vous préférez de Saint-Adolphe? Cette époque-là, aujourd'hui, avant, c'était quoi votre époque préférée de Saint-Adolphe? Bien, être honnête, je préférais l'époque où j'avais passé de 24 heures par jour pour faire ce qu'il y avait à faire. Tu sais, m'impliquer, voir du monde. Sur le plan politique, par exemple. Tu sais, j'ai eu des belles années, moi, là. Pas juste sur le plan municipal, mais sur le plan de tout le comté, là. J'étais responsable de 19 pôles. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire Huberdeau, Morenette, Saint-Adolphe, Saint-Île, Mille-Îles, puis l'autre, il m'en manque un, là. En tout cas. Mais ça, c'est des années exceptionnelles, ça. Puis moi, j'aime la politique pour la cuisine, pour l'organisation. Okay. Ouais. Organiser des soupers, organiser des randonnées,
organisé. Non, c'était des années 80. Les années 80, parce que, d'abord, il faut être honnête, là, pour l'âge que j'avais, hein? Et tu es capable de faire un tas de choses. M'impliquer socialement, pas juste politiquement, mais socialement. Moi, j'allais aux assemblées municipales, puis je pense que la grande gueule que j'ai a servi quelquefois pour faire réfléchir, puis changer les choses aussi. Parce qu'à un moment donné, l'île, la première année que Dr Brossard, pas docteur, mais la notaire Brossard a été maire, je vais faire une parenthèse, Brossard a été parmi les meilleurs maires qu'on a eus. Mais il a eu sa première époque qui a voulu faire changer le changement de zonage des îles du lac Saint-Joseph. Et il a voulu changer le zonage de la plus grande île. Donc, sur le projet, il y avait la possibilité de construire, il y avait sur la petite île 6 maisons, puis sur la grande île, immense marina, avec des condos, puis une grande traverse. Puis... Mais là, tu mets les égouts où? L'île, c'est presque tout un rocher. Tu mets les égouts où? Tu peux construire un hôtel sur du rocher. Tu peux tout faire sur un rocher. Mais tu mets les égouts où? Tu les traverses en dessous du lac, dans un beau grand tuyau. Alors, on a réussi, on a fait signer 600 personnes. Puis la 601e personne, c'était Lisette Lapointe, qui avait sa maison ici, et que son mari était premier ministre, puis elle était... Oui, il était premier ministre en 93, 94. En tout cas, oui. J'ai réussi à la rejoindre via, comment t'appelles ça, là, pas Internet, qu'est-ce qu'on avait avant, là? Le fax. La dentiste avait un fax. Je suis allée chez Anne, j'ai envoyé un fax à Lisette, parce que sa sœur Claire, qui habitait Saint-Adolphe, qu'on était bien amis, mais c'est tous des gens avec lesquels j'ai travaillé pour le Parti québécois, tu comprends? Alors, Claire m'avait donné l'adresse du fax de sa sœur, qui était au bureau du premier ministre. J'ai envoyé via chez Anne. Puis là, mais j'attendais sa réponse, parce que moi, c'était la dernière, l'Assemblée municipale commençait à 7h30, puis c'était à l'église tellement qu'il prévoyait avoir du monde. J'ai attendu jusqu'à 5h30, la réponse n'était pas revenue. Alors, Anne Ballot, elle m'appelle chez nous, j'ai reçu la réponse, je la porte à l'hôtel à l'église, je vais être là. Puis c'est Duncan Howard qui est plus vivant, il est mort maintenant, mais c'est lui qui avait tout ramassé, les signatures, puis qu'on la portait à l'Assemblée municipale. Oh, ça avait brassé ce soir-là. Il y avait ça qui avait brassé, puis il y avait l'histoire de Monica, parce que Monica qui avait créé la bibliothèque, qui avait fondé la bibliothèque, le maire la mettait dehors, il mettait dehors une bénévole. Parce qu'il dit, madame, on ne peut plus travailler ensemble parce que vous êtes contre mes projets. Or, moi, je m'étais levée. Le maire, il était tellement hors de lui qu'il y avait des loafers, il faut dire, des souliers pas comme les tiens, là, et qui sautent. Là. Il les avait perdus pendant que moi, je l'apostrophais. J'en parle. Ça, ces moments-là de ma vie, là, quand tu dis, là, que ta vie, ne serait-ce que pour ces 10 minutes-là, là, a servi à ta collectivité. Tu comprends? Ça, là, c'est mes plus beaux souvenirs. Quand tu sais, c'est certain, t'es mère de famille, t'élèves tes enfants, tu leur donnes ce que tu peux, tu essaies d'être une bonne femme pour ton chum, puis tout ça. Mais il y a des choses en dehors de ça qui servent ta collectivité, qui fait que ta collectivité va être mieux. Tu ne vas pas faire polluer ton lac. C'est une richesse collective, ça. Pour permettre à quelques riches de devenir comment? En tout cas, je cherche mes mots, là. Mais
c'est tous ces moments-là, c'est pour ça que je te dis les années 80. Parce que c'était effervescent, parce qu'à cause, il y avait des choses qu'il fallait bloquer avant que ça aille trop loin. Ça, entre autres. Mais tu sais, j'ai pas fait ça toute seule, là. 600 personnes à faire signer, là. C'est pas moi qui les ai fait signer toutes, là. Il y avait toute la gang des Anglais de l'autre côté. Puis là, c'était la risée de tout le monde ici. Toi, José, qui est indépendantiste, puis tu travailles avec les Anglais, on fait partie, je leur disais, on fait partie de la même communauté, les Anglais. Puis quand les Anglais me respectent, j'ai rien contre eux autres. Mais on est en majorité, quand ils parlent ma langue, je les aime comme toutes les autres. Tu sais, j'ai rien contre. Il faut qu'ils me respectent, s'ils veulent que je les respecte. Puis Duncan Howard, il était bien là pour me taquiner, mais on se respectait tous les deux. Lui en tant qu'anglophone, mais moi en tant que péquiste. En tant qu'indépendantiste, surtout péquiste, c'est un véhicule, le Parti québécois. Alors, c'est ça, pour répondre à ta question, qui est très courte, ma réponse, c'est les années 80. Pour ce que ça a apporté, pour le réveil aussi, probablement mon réveil à moi, là. Et c'est ça. Le réveil a quand même rayonné sur la communauté. Oui. De José, il a rayonné. Oui, mais c'est-à-dire que c'est quand on dit qu'il y a eu les années noires de la fin des années 60, les années du Duplessis qui ont fini, c'était pas juste au Québec, c'était un réveil mondial. Tu regardes les années 68, c'était pas juste à Saint-Adolphe, c'était pas juste au Québec, il y en avait pas. Même la France, tout le monde s'est réveillé. C'était mondial, c'est l'évolution normale de toute une planète. Tu sais, il y a des pays qui sont encore à se réveiller parce que les nouvelles sont pas allées assez vite chez eux, là. Mais non, c'était dans la normale des choses. Mais tantôt, j'avais commencé à te dire, moi, j'ai des amis, là, ils trouvent ça bien drôle que j'aille à des funérailles, que je fasse ceci, que je fasse cela. Mais des fois, là, en fin de semaine, j'ai pas été capable de me retenir. J'ai juste répondu, je fais partie d'une communauté. Donc, ma communauté, j'essaie d'en faire partie, bien d'en être digne. C'est juste ça. Moi, j'ai eu la chance dans la vie de faire de belles rencontres. Des femmes exceptionnelles, des hommes exceptionnels, à commencer par mon homme. Je dis pas toujours ça, là, parce que il y a encore des cheveux, c'est pas à cause de moi, c'est parce qu'ils sont solides. C'est parce que j'ai un sale caractère. Et c'est un bon gars tranquille. Il avait peut-être besoin d'une excité comme moi dans la vie. Puis moi, j'avais besoin d'un homme tranquille comme lui pour me rasseoir de temps en temps. Quand je rentre de mes excitations, bien, j'ai un homme tranquille à la maison. Mais je l'ai quand même fait faire de la politique. Hein. Je l'ai quand même... À Sainte-Agathe, on s'est impliqués. Puis quand il y a eu la crise d'octobre, en 70, nous étions à Sainte-Agathe. Mon mari était président du comté de Terrebonne. Puis le comté de Terrebonne, c'est-tu comment est-ce qu'il était gros? Il partait de Terrebonne jusqu'à Mont-Laurier. Il y a 3 comtés maintenant dans ça, là. On était ce comté-là, nous. À un moment donné, on entend à la radio, pas moi, mais ma copine de Sainte-Agathe-Sud, elle m'appelle, je réponds, elle dit, t'es là? Ben, j'ai dit, 9 h du matin, t'es-tu folle? Ben, elle dit, je viens d'entendre à la radio que vous avez été arrêtés. J'ai dit, quoi? Elle dit, on vient de dire que vous autres, les Racines, puis les Carriers, vous avez été arrêtés. C'était les 3 responsables du Parti québécois dans Sainte-Agathe. Oh, ben, j'ai entendu ça. Elle dit, au poste de radio? Ouais? Oh, ben, gardons ça, toi. J'appelle au poste de radio. J'ai dit, vous venez d'annoncer que les Racines, les Durocher puis les Carriers avaient été arrêtés. Est-ce que vous nous avez appelé pour confirmer ces arrestations-là? Je n'ai pas eu le téléphone de personne. Ah, vous êtes Madame Durocher? Oui. Ah, bien, c'est parce qu'on avait une nouvelle. Bien, avant de diffuser une nouvelle, si vous êtes un poste de radio responsable, essayez donc d'en rejoindre. On avait nommé 3, là. 3 couples qui avaient été arrêtés. Essayez donc d'en rejoindre un pour confirmer avant d'annoncer une nouvelle. Vous rendez-vous compte à quel point vous pouvez rendre nos familles inquiètes puis tout ça? On est supposé avoir arrêté par la police parce que là, c'est la nuit qui avait arrêté 500 personnes, là. On faisait partie des gens qui avaient été arrêtés.
que je t'en parle, je suis encore toute chose. Oh, mais tu sais, ça aussi, ça fait partie. Tu te rappelles de ça, puis tu dis, ah, j'étais là. Il y en a qui se sont battus pour notre liberté. Tu sais. J'étais là. On a une jeunesse qui s'embourgeoise, qui n'est pas tout à fait réveillée. Puis encore là, je dis des niaiseries, là, parce qu'il y en a des jeunes qui sont réveillés. Mais avoir vécu tout ça, là, dans ta vie, c'est pas une vie monotone. Hein? Il y a plus plate. Il y a plus plate. Mais tout ça, puis là, je me disais, il faut que je raconte ça à Bernard. Quand j'étais toute jeune, bien, écoute, moi, je suis née, que tu gardes comme la vie est bizarre. Je suis née dans une maison, mais avant d'être une petite maison, c'était un garage. Près du village de Saint-Néré de Bellechasse. Le village, c'est un 4 chemins, là. Tu as l'église, là, tu as une rue comme ça, puis une rue comme ça. Et moi, je suis née dans une petite maisonnette qui était un garage à l'origine. Puis là, mon père et ma mère n'ayant pas de sous, le monsieur qui appartenait au garage, il a aménagé, en tout cas, ça a fait pour faire une maison. Je suis née là. Mais à mes 6 mois, mes parents ont été obligés de déménager chez mes grands-parents maternels parce que ma grand-mère est tombée malade. Puis maman était la seule fille, alors elle est allée pour avoir soin de sa mère, puis de son père, forcément, le papa il était encore là, puis l'oncle qui c'était un bozo. Mon oncle, là, c'était un bozo. C'était la paresse incarnée, en tout cas. Et, en tout cas, on est allé, mais je suis née dans ça. Alors, longtemps, ben, quand j'ai rencontré Jean-Pierre, j'étais à Montréal, j'étais au café, voyons, je viens d'en parler en fin de semaine, au Saint-Trope. Tu sais, c'était dans l'ouest de la ville, sur quelle rue, en tout cas, c'était tous les pseudo-intellectuels, ceux qui expliquaient qui faisaient du théâtre comme moi, je faisais du théâtre, puis on se tenait là, puis bon, en tout cas. Et j'ai rencontré Edmond, qui était un Allemand, non, un Polonais. Pas tout à fait pareil. Mon Polonais en question, mon Edmond, il nous invite, moi puis une autre fille de l'École nationale, comment ça s'appelle? En tout cas, moi, je n'étais pas à l'École nationale, mais j'étais des amis de Guy Boucher. Et il nous invite à aller à son appartement sur Van-Nord. Fait que le lendemain soir, il nous prend, je ne me rappelle plus trop où, il nous avait ramassés, puis il nous amène chez eux. Mais en bas de chez eux, restait Jean-Pierre, puis son copain, Michel. Alors, il les a invités. Il a invité Jean-Pierre et Michel à venir rencontrer ses fiancés. On était 3 filles, il nous appelait 3 fiancés. Et on a placoté. Moi, j'ai pris un verre. Puis quand je prends un verre, tu trouves que je parle beaucoup, hein? T'as rien vu. Oh, mon homme, mais j'ai dit mon homme, mais c'était le garçon, il s'amène avec sa guitare. Il commence à jouer, je ne me rappelle plus trop le morceau, en tout cas, il jouait souvent, ce morceau-là. Et là, je me dis, tu devrais lâcher. Là, j'ai dit, tu devrais lâcher ton travail. Il travaille dans les assurances. Lâcher ton travail, puis tu devrais faire juste de la musique, puis tout ça. C'est que je l'ai tellement bien placoté au beau jeune homme que le lendemain soir, moi, je devais jouer au théâtre. On avait un petit théâtre sur la rue Saint-Laurent avec Jean-Marie da Silva, puis on était supposé. Il y avait deux groupes de théâtre. Il y avait la troupe de Thérèse Dubé, puis l'autre troupe avec... comment il s'appelle? Son fils, il fait encore de la mise en scène. En tout cas, le fils d'Amulette Garneau, il était marié avec Zouvi. La troupe de Zouvi, puis notre troupe à nous, on devait jouer chacune pièce en un acte. Mais eux, ils présentaient une pièce de création. Notre Thérèse Dubé ne voulait pas être associée à une troupe d'avant-garde. Tu vois le genre? On était avec elle, nous autres, là. Nous, c'était une pièce de...
C'était pas Madame Homère. C'était pas Jacques Ferron non plus. C'était une pièce de qui je me rappelle plus. En tout cas, on l'a jamais joué finalement. Fait que ce soir-là, que j'avais invité Jean-Pierre à venir me voir jouer, Thérèse, elle m'appelle, tu te rends pas au théâtre. Je dis pourquoi? Elle dit, t'es malade. Comment ça? Elle dit, il n'y a pas question que nous, on s'associe à l'autre troupe de théâtre. On n'en veut pas de ce genre de théâtre-là. Fait que, mais nous ne jouons pas, la soirée va être annulée. Fait que Jean-Pierre se présente au théâtre. Ils disent, ben non, Josie n'est pas là parce qu'elle est malade. Fait que là, Jean-Pierre m'appelle. J'ai dit non, je suis pas malade. Je raconte l'histoire, pourquoi j'étais pas là. Il s'est rendu à l'appartement. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontré, mon homme. Il est venu me voir à l'appartement. J'étais au coin de Guilford et Pontiac et Guilford. C'est tout ça, ça se peut-tu? En tout cas, bref. Il n'est jamais reparti. Le lendemain, il déménageait à mes pénates. Je quittais l'appartement, puis je me retournais chez eux, dans sa maison. Puis je reviens à mon histoire de garage. Le petit appartement où j'étais allée en haut chez Edmond, Jean-Pierre habitait en bas. Mais le lendemain, je me retrouvais en bas avec Jean-Pierre, puis je suis jamais repartie. C'est comme ça. Fait que je suis née dans un garage, devenu une maison, puis j'ai continué ma vie avec mon homme dans un garage qui était devenu une maison. Puis sur le coin de Van Horn et de Vimy, tu as comment tu appelles ça, là? En tout cas, c'est Van Horn puis de Vimy. Puis là, c'est la synagogue est juste là. Puis ta petite maison-là, c'était l'ancien garage, la maison très riche du docteur Vogel. Le docteur Vogel, on ne le voyait jamais, était toujours à sa clinique au Carré Saint-Louis. Mais ses deux enfants étaient là dans la maison qui était la grosse maison. Puis il avait transformé le garage, et ça ne se faisait plus des chauffeurs avec le chauffeur qui habite en haut puis le garage en bas pour l'auto, là. Fait qu'il avait transformé ça en petit appartement. Fait qu'il y avait deux appartements. Il y avait l'appartement où restait Edmond, le gars que je te parlais, le Polonais qui m'a présenté Jean-Pierre. Puis Jean-Pierre restait en bas. Je me suis retrouvée dans cet appartement-là avec Jean-Pierre. Puis on est reparti. Ça, c'est en 64. En 66, on est parti de là pour s'en aller à Laval. Puis en 62, 66, en 68, on est parti de là pour les Laurentides. Ouais. C'est pour ça que je t'ai fait le lien avec le petit garage. Ah oui. Je suis née dans une petite maison qui était un garage. Puis je me suis retrouvée pour bâtir ma vie de famille. Puis c'est seulement que cette nuit que j'ai dit, et ma foi du bon Dieu, je suis née dans un garage, puis j'ai commencé ma vie de femme dans un garage aussi. C'est beau comme cheminement, hein? C'est tout un parcours. Ouais. Il y a pire. Il y avait au moins un plancher. On n'était pas sur la terre battue. Ouais. Là, Josée, j'aimerais ça que tu me parles. Tu vois, je suis rendu que je dis tu. Oui, dernière question. Tu continues. Tu continues à me tutoyer. Oui. J'aimerais ça que tu me parles de comment tu vois Saint-Adolphe dans le futur. Comment tu vois Saint-Adolphe. Mais on va attendre juste un petit peu comme ça. Je trouve que c'est important pour pas qu'il y ait de bruit, là. Juste le temps que tu y penses. Comment tu vas voir Saint-Adolphe dans le futur? Parce que, tu sais, on sait qu'il va y avoir l'école, peut-être, mais comment l'école, je pense que l'école, c'est à peu près sûr. Parce que les jeunes, moi, je suis allée à la Réunion, pas les dernières, mais celles qui ont fait au centre récréatif, puis la volonté qu'ils ont, puis à commencer par la jeune qui s'est fait élire, là. Oui. La volonté qu'ils ont, puis tous ceux qui les appuient, je pense que ça va marcher. Puis il y a quand même une volonté des aînés comme moi. T'sais. On ne peut pas faire grand-chose, mais on peut au moins les appuyer. Puis s'il y a une campagne quelconque à faire, ou les aider, en tout cas, à pousser sur le conseil municipal. Mais déjà, elle, je pense qu'elle est bien appuyée pour le conseil. De ce côté-là, je suis optimiste. Pour l'école, j'ai beaucoup d'espoir. Et à partir de l'école, tout est permis. Quand tu vas avoir des profs
qui vont vivre ici, qui vont dépenser leur argent ici, puis il va y avoir une espèce d'émulation pour garder nos jeunes qui vont vouloir étudier puis devenir profs. Puis, tu vois, Val-David, quand à 70, ils ont rendu les armes, puis ils ont permis à Sainte-Agathe de tout reprendre nos enfants, puis les amener à l'école de Sainte-Agathe, Val-David s'est battu pour le garder. Puis eux autres étaient juste à 3 000 de Sainte-Agathe. Nous, on est à 10 000, 11 000. Je parle en 1000, là, mais en kilomètres, c'est 12, 15, je ne sais plus, là. Et eux autres, ils l'ont gardé. Maintenant, on est rendu avec 2 écoles à Val-David. Parce qu'ils ont gardé leur enfant, là. Ils ont commencé de première à 4e année, puis je me demande s'ils ne se rendent pas jusqu'à la 6e ou la 7e. Bon, parce qu'ils se sont tenus debout. Ici, ce n'est pas le cas. Ça, c'est pas, les gens ne se sont pas tenus debout pour garder leur école. Bien, il faut espérer qu'on va commencer par les trois premières années. Et on peut qu'augmenter puis garder nos enfants. Puis, fur et à mesure, ben, c'est mon espoir, ça, fur et à mesure qu'on va avoir de la place pour mettre nos enfants à l'école ici, les jeunes couples vont rester ici. Puis, il va y avoir... C'est tout ça qui va faire qu'on va faire des emplois pour des gens qui sont un petit peu plus instruits. Puis tout ça, on a besoin de services. On va avoir plus de... Enfin, mon espoir est là-dedans. Puis il y en a qui peuvent peut-être pas nécessairement travailler à Saint-Adolphe, mais ils vont travailler à Sainte-Agathe. Ils ne sont pas obligés d'aller nécessairement en ville. Il y en a qui choisissent la campagne, vraiment pour élever leur enfant, ils veulent rien savoir d'aller... Ils vont rapetisser, ils vont diminuer leur salaire pour être capables, pour avoir une qualité de vie en campagne. Comprends-tu? Nous, il n'était pas question... Quand Jean-Pierre avait son travail, on était sur Van Horn. Après, on est déménagé à Laval. Puis quand il faisait la Rive-Sud à ce moment-là, puis quand on l'a promu pour toutes les Laurentides, on était bien contents. Parce que moi, venant de campagne, puis Jean-Pierre venant d'Annecy, c'était la campagne quand on était petit, là, lui. Il y a des vaches qui n'étaient pas loin, là. Il n'était pas question, nous, qu'on ait des enfants, qu'on les élève en ville. Même si on habitait un beau coin, j'habitais sur le bord de la rivière des Prairies, sur le boulevard des Prairies, justement à Laval. On avait la rivière en face. Et on était, le pont-vieux est là, puis on était juste là, nous, là. On avait le pont-vieux. Puis Jean-Pierre lui a grandi l'autre côté du pont-vieux, à Annecy, la grosse maison, là, maintenant est démolie, mais ça fait juste 2 ans. Jean-Pierre est né là. Fait que nous, on était là, puis on voyait la maison de sa naissance. Tu vois, il y a des voyons, comment je cherche le mot, pas des... Des liens? Des liens, à un moment donné, des coïncidences dans la vie. Tu sais, il est né là, puis on est venu s'installer, la première maison qu'on a louée, parce que Jean-Pierre, il travaillait dans Laurentides, alors il fallait qu'on... Puis là, c'était quand même pas trop loin pour se rendre jusqu'à Maniwaki, puis après ça, quand il a eu la chance, on a loué une maison à Sainte-Agathe, puis après ça, on a acheté à Saint-Adolphe. Et tout ça pour te dire qu'on n'est pas les seuls à vouloir élever des enfants en campagne. Hein? Même au prix de faire des sacrifices, de voyager un petit peu plus longtemps, mais d'avoir donné une qualité de vie et un bel environnement. Mais tu vois, ça a donné quoi? Mes 2 enfants se rendent à la ville. Pour parler d'espoir, je n'ai pas de désespoir, mais sais-tu, j'ai beaucoup de difficultés, moi, à me projeter, pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Je vis beaucoup plus dans l'histoire. Je fais partie de ceux qui font l'histoire, peut-être. Mais prévoir, je n'ai pas cette intelligence-là. Non. Bien, s'accrocher à l'école, je trouve quand même, c'est un bel espoir. C'est un bel espoir, s'accrocher Ah, mais à tu sais, l'école, mais tu sais, je vais t'expliquer pourquoi je tenais tellement à l'école. Parce que moi, on m'a déracinée à 13 ans. Mon village natal, moi, j'ai tout perdu mes repères. Hein. Je suis arrivée dans un coin de pays, à Saint-Hyacinthe. Là, j'ai joué à la grande fille. À 13 ans, je me suis vieillie à 16 ans, puis j'ai commencé à travailler.
Donc, mes racines d'enfance, je les ai plus. Et je me demandais pourquoi j'étais tellement accrochée à ce qu'on ait de nouveau une école. Puis pourquoi l'histoire de ces bâtisseurs-là m'interpelle autant? C'est à cause de mon propre cheminement à moi. J'ai été déracinée à 13 ans. Et à ce moment-là, tu ne le réalises pas. C'est quand tu vieillis, mais tu ne voudrais pas que la même chose arrive aux autres. Puis moi, de ne pas avoir d'école, c'est perdre ses racines. Parce que quand tu es comme tes chums, tu te bats, le lendemain, tu t'embrasses. Mais ça fait partie de toute ta gang quand tu es tout petit. Puis quand tu n'as pas ça, tu sais, je regarde, j'écoute parler les autres. Ah, j'ai revu ma copine d'école, tout ça, là. Ouais, on avait. J'ai plus ça, moi. À 13 ans, on est parti, puis on a complètement été déracinés. Puis j'ai joué le jeu, j'ai embarqué. J'ai joué à la grande fille. J'avais 13 ans, je me suis vieillie à 16 ans. Puis j'ai commencé à travailler en usine. Je peux-tu te dire que je suis pas restée longtemps en usine? Je me suis fait mettre dehors la première usine après un mois. La deuxième usine, ça a pris 5 semaines. Puis la troisième usine, je pense, ça a pris 3 semaines avant que je me fasse mettre dehors. Parce que je n'étais pas capable de suivre la cadence d'une usine. Tu sais, il faut que tu fasses ton salaire. Tu sais, on te paye tant de l'heure, mais il faut que ton travail corresponde au moins à ce que t'ont donné pour ton heure. Puis quand tu fais pas autant, bien forcément, tu fais pas ton salaire. Ouais. Fait que ils en ont rien à foutre. Moi, je travaillais bien, d'après de mes souvenirs, là, écoute, j'avais 13 ans. Je travaillais bien l'avant-midi. L'après-midi, je passais mon temps à jaser avec toutes les autres à côté de moi. Je faisais perdre leur temps. C'est pour ça que j'ai été mis dehors, probablement. Hein. Ils m'ont pas donné Ils ne faisaient pas mon salaire, ça a été la raison pour laquelle. Fait que j'ai commencé à travailler dans les maisons privées. Qu'on appelait à ce moment-là faire les relevailles. On relevait les femmes qui accouchaient. Fait que j'ai travaillé 2 semaines, 3 semaines à une place, un mois à l'autre. Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvée. J'ai travaillé à Montréal, à Longueuil, à Granby, à Waterloo, chez mes voisines dans le rang. Parce que Saint-Hyacinthe, on a passé par Saint-Dominique, une ferme. Après ça, on est allé vivre en ville. Alors, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 18 ans dans les maisons privées. Puis à 18 ans, j'ai été travailler comme caissière dans un restaurant tabagie. Puis après ça, j'ai travaillé dans une bijouterie. J'ai fait 2 ou 3 bijouteries. Travaillé dans les bijoux comme dans un magasin. Puis entre ça, bien, je suis retournée à l'école. À Saint-Hyacinthe, il y avait l'école du soir. Je suis retournée à l'école. Puis pour retourner à l'école, à l'âge de mes 45 ans, ici, là, bien, quand j'étais à votre maison, j'ai été finir mon secondaire à 45 ans. Puis c'est l'année que j'ai appris à conduire l'auto. J'ai tout fait ça. J'ai été 2 années là, refaire mon secondaire, puis et là, il y avait un cours de conduite. L'école de conduite était dans le même local, était dans le même édifice que l'école pour adultes. Et puis nous offrait le cours pour conduire, pour la conduite, puis vraiment à un prix réduit. Fait que j'ai appris à conduire à l'âge de 45 ans. Mais j'ai pas conduit longtemps, parce qu'on avait juste une auto. Et puis, j'ai eu un petit accrochage en sortant du stationnement du Dominion à Sainte-Agathe, puis ça m'a complètement traumatisée. J'ai conduit après. Ben oui, j'ai suivi les cours de service de table à Sainte-Adèle. J'ai voyagé pendant tout un hiver. Mais comme on avait juste une auto. Fait que les 3 dernières autos, je me suis mis au volant, voir la distance parce que j'ai les bras courts, puis j'ai des jambes courtes. Voir si je pouvais conduire. Je tournais dans le cours, puis c'est tout ce que j'ai fait. J'ai payé pendant 23 ans mon permis. Ah, oui. Je l'ai laissé tomber à mes 80 ans. Là. Je viens de le laisser tomber. Ah. J'ai dit à la fille, écoutez, ça fait 23 ans que je paye mon permis, puis je ne conduis pas.
J'ai dit, je gardais mon permis au cas où mon chum, là, je l'ai fait rire. J'ai dit, au cas où mon chum m'entourerait une petite jeune, puis je me retrouverais toute seule. Pour ça, j'ai gardé mon permis de conduire. Fait que là, t'as 80 ans, tu racontes ça à la fille. Elle te trouve juste drôle. Mais c'est vrai, je lui ai payé pendant 23 ans mon permis, puis j'ai jamais conduit. Sauf manipuler si je pouvais reculer dans la cour avec l'auto. Au cas où j'aurais une urgence, savoir comment la partir, puis c'est à peu près tout ce que je savais de l'auto. En tout cas, fait que c'est ça. Pour répondre à ta question qui était... non, je ne peux pas me projeter dans l'avenir, sauf que l'école, pour moi, correspond à un beau legs que nous, les adultes, les plus vieux, mettons, qu'on peut laisser à nos jeunes, pour nos jeunes familles. Parce que c'est tellement... Si tu savais à quel point... Quand j'étais à Sainte-Agathe, quand Mathieu est rentré à l'école, c'est un monsieur qui conduisait les enfants, une petite auto. Bon. Mais quand je suis arrivée ici, Mathieu commence en septembre, mais en novembre, je suis déménagée ici. Et quand j'ai vu mon petit pou prendre l'autobus scolaire pour aller à l'école l'après-midi, si tu savais à quel point que c'était épouvantable. L'année suivante, ça a été le retour de ma fille. Puis là, je me retrouvais toute seule à la maison, là. Tu sais, mes 2 enfants partis. Puis là, tu comptes une demi-heure, 3/4 d'heure de plus, là. Ils partent à midi et quart, puis ils reviennent à 4 heures l'après-midi, là. Tu sais, de ça, c'est à maternelle. Après ça, c'est toute la journée. Ils partent à 7 heures et quart, puis ils reviennent à 4 heures et quelques, là, l'après-midi. C'est des grosses journées. Oui, non. Puis c'est tout le dommage que ça fait aux enfants d'être si éloignés Moi, j'ai pas connu ça, aller manger à la maison, là, parce que j'étais quand même à 3000 de l'école. Mais, par rapport de ça, on n'était pas affublés des maudits autobus, là, et on marchait. Fait que, tu sais, les grosses journées de tempête l'hiver, là, on n'allait pas à l'école, là. Mais à part de ça, c'est tellement fabuleux de pouvoir marcher. Mais il y a combien d'enfants qui ne pouvaient pas finir leur école parce qu'ils étaient trop loin d'école, tu sais. Puis moi, je me suis rendue jusqu'en 7e année, c'est tout. Parce qu'il n'était pas question que j'aille au village. Parce que je n'avais pas les moyens de payer pension au village. Puis c'est là, au village, qu'on pouvait aller plus loin que la 7e année. On a faisait 9e, 10e, 11e, puis si on voulait aller plus loin. Puis bien, le seul, tu pouvais devenir, quand j'étais jeune, moi, devenir infirmière ou maîtresse d'école. C'était ça qui était offert, à moins d'aller au cours classique, mais il fallait aller à Lévis. C'était vraiment trop loin, là. Il n'était pas question, mes parents n'avaient pas ces moyens-là. Hein? Fait que c'est ça. Pour répondre à ta question, je ne peux pas me projeter, je ne sais pas. J'ai beaucoup d'espoir à l'école parce que tout l'effervescence va revenir avec tout ce petit monde-là qui vont se retrouver à bâtir quelque chose ensemble ici. Il y a un projet commun. C'est comme pour le pays, ça. Un projet commun. Pour le nourrir. Oui. Oui. Ma réponse n'est pas plus. C'est ça. C'est tout. L'école. L'école, c'est l'espoir. Josée, mais je te remercie beaucoup. Beaucoup. Mon Dieu, t'as mis les mains froides. T'as-tu froid? Non. Je n'ai pas froid du tout. Parce que je t'ai pas posé la question si tu étais bien ou pas avec ça. C'est parfait. On était parfait ici.